Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, comme chaque lundi, Planète Locale, votre rendez-vous consacré à l'environnement, à l'écologie, au développement durable. Et chaque semaine, Lucie Young est avec moi sur ce plateau, notre journaliste spécialiste de toutes ces questions. Bonsoir Lucie. Bonsoir Elodie. Et cette semaine, notre invitée, c'est Victoria Adjanoun, responsable communication de We Dress Fair. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler chiffon un peu avec vous tout à l'heure. Mais d'abord, en lien toujours justement avec notre dressing, c'est l'initiative de la semaine de Lucie. Alors Lucie, depuis plusieurs années, on a vu de nombreux sites qui ont vu le jour pour revendre nos vêtements, notamment les friperies ont également la cote. Et aujourd'hui, vous allez nous proposer de partager notre dressing grâce au débraillé. Racontez-nous. Exactement. Alors achetez moins, mais pouvoir changer de look, tout le temps ne pas s'habiller toujours pareil, c'est un peu un rêve. Et c'est le concept des débraillés. C'est très simple. Vous louez votre penderie et vous pouvez changer tous les mois. Alors concrètement, comment ça marche ? Vous prenez tout simplement un abonnement à partir de 28 € par mois et vous pouvez louer jusqu'à 3 pièces et les changer autant de fois que vous les souhaitez. Vous pouvez également louer à la carte des robes par exemple. Pour quelques jours, ça coûte à partir de 20 € pour 5 jours et on trouve de tout, des jeans, des pulls, des t-shirts, des blouses. Vraiment, c'est très varié et ça ne s'arrête pas là puisque les deux cofondatrices ont vraiment voulu rajouter une valeur éthique à cette démarche. Et donc les vêtements qui sont proposés à la location sont tous soit de seconde main, soit ce sont des marques fabriquées en France, éthiques, locales, seconde poche par exemple, pour ne citer que cette petite marque qui est lyonnaise d'ailleurs, qui récupère des vieilles chemises, des vieux vêtements un petit peu abîmés pour leur donner une seconde vie, pour créer en fait des nouvelles pièces. Alors ce concept de location, les débraillés à Lyon, ça existe depuis l'année dernière. Elle compte déjà une 50aine de clientes régulières. Alors ce qui est intéressant et ce sur quoi vraiment les débraillés veulent nous faire réfléchir, c'est notre vision de nos achats de vêtements aujourd'hui. Est-ce que vraiment on a besoin de tout posséder ? Est-ce que vraiment on a besoin d'avoir des dressings qui débordent, même si parfois les robes ou les t-shirts on les met 2-3 fois et après on les jette. Louer finalement c'est moins consommer, moins polluer et surtout ne pas prendre le risque de se lasser, puisqu'il faut rappeler, si besoin est de le rappeler, que l'industrie des vêtements a un coût écologique très important, beaucoup d'eau, de ressources utilisées, de pollution pour produire un jean ou un t-shirt qui souvent finit à la poubelle, qui ne peut pas être recyclé. On estime, pour vous donner quelques chiffres, que les Français achètent chaque année 30 kilos de vêtements, mais que 442 millions d'euros de vêtements sont jetés en France. Il est donc peut-être temps de changer un petit peu ses habitudes. On vous invite donc à aller voir sur le site des débraillés ou alors de leur rendre visite dans leur showroom. Ça se passe au village des créateurs de l'Hôtel Dieu. Merci Lucie pour cette initiative. Tout de suite, c'est l'invité de Planète Locale. Victoria Adjanoun, donc, est avec nous ce soir, responsable communication de We Dress Fair. Vous vous êtes lancé à Lyon il y a 3 ans. Maintenant, vous proposez 80 marques de mode éthique, de vêtements éco-responsables, transparents même, peut-on lire sur votre site. Ça veut dire quoi ? Alors simplement, un vêtement éco-responsable, c'est un vêtement qui est fabriqué avec des matières qui sont plus respectueuses de l'environnement que celles qu'on peut voir aujourd'hui partout. Et un vêtement transparent, pour aller un peu plus loin dans la démarche, c'est un vêtement dont on connaît facilement en fait l'impact, dont on connaît l'usine de fabrication pour savoir s'il a été fabriqué dans de bonnes conditions et que du coup il respecte cette éthique minimale qu'on peut attendre aujourd'hui. Alors, vous expliquez comment 90% de matières éco-responsables sont dans les vêtements que vous proposez aujourd'hui. Quelles sont ces matières, justement, qui sont dites éco-responsables ? La plus connue, la plus répandue que vous trouverez, c'est le coton biologique, tout simplement. Donc le coton biologique est cultivé sans pesticides, insecticides ni OGM, donc contrairement à son équivalent conventionnel. Après, vous avez le tencel, qui est une matière de plus en plus courante. Et puis tout ce qui est matière recyclée, upcyclée, donc envoyé polyester recyclé, éconil, etc. C'est des matières assez nouvelles, donc les consommateurs ils sont peu habitués, mais elles sont hyper intéressantes d'un point de vue impact environnemental. Vous avez 80 marques, je le disais, à peu près aujourd'hui. Comment vous les choisissez justement ces marques ? Elles doivent répondre à un cahier des charges
très précis, j'imagine. Très précis, en effet, on est très strict sur la sélection, donc pas de vêtements à moitié éco-responsables, donc c'est exactement ce que vous avez dit. 90% de la composition totale du vêtement doit être éco-responsable au minimum. Ensuite, vous avez aussi une condition sur les marques, donc par exemple une collection capsule d'un Adidas qui serait éco-responsable, mais que, disons, 90% du reste de leur production ne l'est pas. Ça passe pas la charte We Dress Fair. Donc voilà, on accompagne que des marques qui sont très engagées vers une transition pour aller toujours plus loin. Et puis enfin, vous avez le critère éthique, évidemment. Donc il faut que le vêtement soit fabriqué soit en France, soit en Europe, soit dans les conditions, dans le respect des minima sociaux, en fait, selon les critères de l'OIT. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. Oui, parce qu'on sait aujourd'hui, c'est aussi un vrai problème. Quand on parle vêtements, on sait que beaucoup sont fabriqués, notamment on pense directement à l'Asie, avec une main-d'œuvre qui est souvent exploitée. Et ça, c'est vraiment un point d'honneur pour vous de ne pas vendre des vêtements qui sont fabriqués dans de mauvaises conditions. Dans de mauvaises conditions. Excusez-moi. En revanche, il faut quand même souligner qu'un vêtement qui est fait en Inde ou au Bangladesh peut être fabriqué dans des bonnes conditions. Et justement, ça va aussi dans le bon sens de dire s'il y a des usines sur place qui font très bien leur travail, qui respectent les critères minimaux, voire souvent plus d'ailleurs. Nous, on a aussi envie de les accompagner et de dire si vous faites du bon travail, ça va montrer l'exemple sur place et puis ça permet quand même à des gens de gagner bien leur vie et puis faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire faire des vêtements, quoi. Donc, on soutient ce genre de choses. La mode éthique, ça veut forcément dire qu'on va payer plus cher ? Oui, forcément, on va payer plus cher, mais tout dépend ce à quoi on se compare. Il faut bien avoir en tête que la fast fashion, c'est surtout pas assez cher en fait. Donc quand je dis fast fashion, je peux citer peut-être des Zara, des H&M. Donc c'est des marques qui produisent beaucoup, très vite et très loin de chez nous aussi. Quand vous voyez qu'un t-shirt arrive sur le marché français à 5,95 € et qu'il a pris le bateau, qu'il est fait en coton et qu'il y a quelqu'un qui l'a fait de A à Z, on se rend bien compte que c'est un prix qui est dérisoire en fait. Et le coût réel de ce prix-là, en fait, il est pour la planète et pour les gens qui fabriquent ces vêtements. Si je veux changer mes habitudes en termes de mode, quels sont les conseils pour bien consommer ? Comment commencer ? Déjà, achetez moins. Malheureusement, il faut bien le dire, le vêtement le plus éco-responsable qui soit, c'est celui qu'on n'achète pas, c'est celui qu'on a. Donc on peut commencer déjà par avoir des réflexes de réparer ses vêtements, amener ses chaussures chez le cordonnier. Voilà, c'est des choses toutes simples qui nous permettent de faire durer nos vêtements. Après, si on a un besoin, on peut se tourner vers la seconde main. Ou vers des alternatives dont vous avez parlé tout à l'heure, comme la location, etc. Et en dernier lieu, si on veut acheter du neuf forcément ou qu'on ne trouve pas ce dont on a besoin en seconde main, des plateformes comme We Dress Fair par exemple, ça peut être bien. Justement, la seconde main, vous n'en proposez pas, pour ou contre, c'est quand même une bonne alternative ? Ah oui, complètement. On met souvent en avant le fait qu'il faut d'abord se tourner vers la seconde main avant d'acheter du neuf, bien que ça paraisse peut-être contre-intuitif d'un point de vue business. Mais parce que vraiment, on insiste sur le fait que ce sont les vêtements les plus éco-responsables. La seconde main, c'est génial si c'est utilisé à bon escient. Si on a un besoin et qu'on le trouve réponse à ce besoin en seconde main, c'est parfait. Enfin, nous, on n'a rien à dire. En revanche, si c'est la seconde main pour, entre guillemets, se dédouaner et se dire, je vais acheter un truc neuf, il n'est pas trop cher, je suis pratiquement sûre de pouvoir m'en débarrasser sur ces applications par la suite, ça va pas forcément trop dans le bon sens, mais ça reste cool. Est-ce que vous avez le sentiment tout de même qu'il y a une prise de conscience ces derniers temps chez les consommateurs, que les clients regardent un peu plus les étiquettes justement pour savoir d'où viennent les vêtements qu'ils veulent acheter ? Oui. Complètement, notamment depuis le Covid, je dirais, on l'a beaucoup senti. Nous, on a une boutique à Lyon où effectivement on a des consommateurs qui sont très alertes, très curieux, qui nous posent souvent la question, mais ça veut dire quoi le tencel, le coton bio, à quoi ça correspond exactement, etc. J'espère que dans les autres enseignes c'est la même chose, j'y travaille pas donc je pourrais pas vous le dire, mais de manière générale, les étiquettes restent tout aussi difficile à décrypter alors que les consommateurs s'y intéressent de plus en plus. Donc ça fait partie de notre métier aussi de faciliter tout ça, de vulgariser entre guillemets des choses un peu complexes. Alors les grandes marques, on parle beaucoup de greenwashing, c'est à la mode. Vous avez lancé une campagne contre ce greenwashing l'an dernier. On va voir quelques affiches. Le message est assez clair. Par exemple, regardez, cette combi short est produite dans des conditions inhumaines pour un salaire dérisoire, mais c'est écrit en vert.
c'est de la poudre aux yeux, c'est ce greenwashing aujourd'hui pour vous? La poudre de perlimpinpin. Ouais, c'est un peu notre pire ennemi. Je pense que c'est le pire ennemi de beaucoup de consommateurs. D'abord parce que, en fait, les gens sont souvent déçus. Ils ont l'impression, ils ont l'envie d'acheter quelque chose d'éco-responsable et, in fine, ils se retrouvent chez eux, ils regardent l'étiquette et ils se rendent compte que ça l'était pas du tout. Alors que quand ils l'ont acheté en magasin, il y avait des panneaux verts, des étiquettes vertes partout, etc. Ça, c'est le propre du greenwashing, c'est de dire beaucoup et faire peu. Et du coup, on rentre régulièrement en campagne contre ce genre de pratique parce que aujourd'hui, l'écologie, ça fait vendre les choses. Le mot clé éco-responsable, il est vraiment utilisé à tort et à travers. Il n'est pas du tout réglementé. Les consommateurs sont noyés dans toutes ces expressions-là, mais made in je sais pas quoi, avec amour. Enfin, tout ça, c'est n'importe quoi. En fait, il faut donner des informations claires et avoir de la transparence, ce qui est tout l'inverse du greenwashing. Vigilance donc, We Dress Fair sur Internet, bien sûr, une boutique à Lyon, bientôt une deuxième, je crois. On l'espère. C'est dans les petits papiers. Bon, on suivra ça. Merci en tout cas, Victoria, d'avoir été avec nous ce soir. Vous restez avec nous. Tout de suite, c'est le chiffre de la semaine. Et ce chiffre, Lucie, c'est le 8. Dites-nous. C'est le 8 parce que c'est le nombre de kilomètres que vont faire les petits moutons de la bergerie urbaine pour ce qu'on appelle la petite transhumance du Grand Lyon. Ça dure 3 jours à partir du 7 octobre. C'est donc organisé par la bergerie urbaine. Départ du parc de la Tête d'Or, arrivé au parc de Gerland. Beaucoup d'animations autour. Et l'idée de la bergerie urbaine, c'est d'aborder les questions de l'environnement, de l'agriculture et de la biodiversité urbaine, mais de façon un petit peu plus ludique. Donc on ne s'inquiète pas si on voit des moutons en ville dans les prochains jours. Soyez vigilants, voilà. Merci Lucie, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Victoria, Merci. nouveau Planète Locale lundi prochain. En attendant, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.